Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette mise à jour financière et cette revue des marchés avec tous les conseillers de l'équipe Major et moi-même. Alors, nous allons nous concentrer pas mal sur le deuxième trimestre de 2025. Et regardez, nous avons troqué les manteaux d'hiver pour les sandales de l'été et bonne nouvelle, il semble que les marchés financiers, eux aussi, ont décidé de ranger la tempête de neige qu'on a connue en début d'année avec les guerres commerciales, avec la guerre, avec les inquiétudes. Disons que ça a brassé pas mal. Mais avec l'arrivée du printemps, c'est un peu comme si la bourse avait décidé de se calmer. Un peu comme ce voisin qui sort de nulle part dès que c'est la saison des barbecues, on va dire. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons voir maintenant une sorte de redout économique sur les marchés, ce qui est tant mieux. Ça va un peu mieux. Mais en même temps, je sais que la prudence est de mise. Il y a encore quelques nuages et ensemble, avec toute l'équipe, nous allons décortiquer aujourd'hui qu'est-ce qui s'est réchauffé, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui reste encore fragile et surtout à quoi s'attendre pour la saison qui s'en vient. Alors, on a préparé un agenda très intéressant pour vous. Nous allons commencer avec Fabien Major qui va recevoir Sébastien McMahon, stratège en chef et gestionnaire de portefeuille chez IA Groupe Financier, où ils vont faire ensemble un bilan du marché mi-2025 et parler des perspectives. Ensuite, Jonathan Terrien va intervenir pour nous mentionner ou illustrer un peu les investissements qui ont quand même très bien performé malgré la tourmente depuis le début de l'année et malgré la situation géopolitique. Nous aurons Jacob Nour qui va intervenir aussi pour nous parler du risque et de l'investissement. Est-ce vraiment risqué? Quelle est l'attitude à avoir par rapport à la volatilité qui était un peu la star aujourd'hui, cette année sur les marchés? Et avec Frédéric et Fabien, nous allons aussi faire une petite pause voyage. On va aller du côté de Londres, on va aller au Royaume-Uni, où nous avons rencontré quelques membres de l'équipe. Nous avons rencontré une équipe de gestionnaires de placements privés et on va vous parler de ce qu'on a appris qui est très intéressant pour vos portefeuilles. Yves Razafi va ensuite intervenir pour nous parler un peu des fonds d'action de dividendes qui redeviennent populaires, surtout à cause des distributions d'intérêts, de dividendes qu'ils font dans les portefeuilles. Mais il va quand même prendre le temps de parler de la fiscalité qui reste un enjeu pour ce type de placement. Et enfin, Isabelle Bérard, planificatrice financière, va prendre le temps d'analyser un cas de planification avec vous en ce qui concerne les revenus de retraite. Quelle est la différence lorsqu'on obtient des revenus d'un employeur où on a un régime de pension comparé à un scénario où on est sans régime de pension et quels sont les impacts pour votre retraite et pour votre fiscalité? Alors, sans plus tarder, je vais inviter Fabien Major à démarrer tout de suite avec un bilan de l'année jusqu'ici en 2025. Sébastien McMahon est stratège en chef, économiste senior et vice-président allocation d'actifs et gestionnaire de portefeuille pour IA, Gestion mondiale d'actifs. Bonjour Sébastien. Hey, bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Les marchés aussi vont bien depuis 6 mois. C'est une bonne nouvelle qu'on peut communiquer à nos amis, à nos proches. Et puis, parlons-en un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les marchés, depuis le début de l'année à peu près, là? Ben, ils ont monté, ils ont descendu, ils ont remonté. Bien sûr, il y avait beaucoup de risques avec tout ce que Donald Trump avait annoncé en cours de campagne. Puis, après son inauguration, ça a culminé au début du mois d'avril avec un recul assez important. Là, on était à un certain moment à moins 25% depuis le plus récent sommet sur le Nasdaq. On a touché moins 18% sur le S&P 500. Le TSX s'est quand même bien comporté à travers tout ça, là. On avait un recul d'environ 10-12% à certains moments. Mais là, maintenant, depuis le creux du début d'avril jusqu'à aujourd'hui. Là, on est au début du mois de juillet dans le moment. On a un rebond qui est assez spectaculaire. On est revenu au sommet historique. Le Nasdaq a rebondi de 30-35%. Puis là, dans tout ça, il y avait, ben oui, M. Trump a annoncé beaucoup de choses. Il a reculé, il a annoncé une pause pour 90 jours. Finalement, c'est un peu plus que 90 jours. Ça va nous amener jusqu'au début du mois d'août. Mais là, on sent, comme investisseur, je vous dirais qu'il y a raison d'être un peu inquiet de regarder, j'utilise pas ce mot-là à la légère, là, mais la
complaisance des marchés actuellement, quand on voit des multiples aussi élevés, on voit un marché qui réagit à peu près pas aux nouvelles liées aux tarifs qui sont en train de sortir dans le moment. On peut se poser la question, est-ce que le marché est en train juste de dire, bah, il dit des choses puis il les fera pas, parce que maintenant, il y a un réel risque. Je vous dirais que d'être prudent à travers les mois d'été, avec une liquidité plus faible comme investisseur, généralement, ça s'est avéré prudent dans les dernières années, là. D'accord. Alors, cette belle grande loi qui finalement a passé le test, malgré tout, on n'y croyait pas, mais là, elle a été acceptée. Et les effets, c'est un peu sournois, hein? Je pense que c'est pas instantané. Non, c'est pas instantané. En 2026, il devrait avoir un léger support à l'économie qui va venir de tout ça. Le gros morceau de cette loi-là, c'était les coupures d'impôts qui avaient été mis en place en 2017, qui avaient été prévues expirer dans le moment, en 2025-2026, ils devraient expirer. Donc, on les a reconduits. Ça, c'est le plus gros morceau. Donc, ça coûte cher au gouvernement américain de faire tout ça, mais en clair, ça donne rien de plus à l'économie de reconduire des coupures d'impôts qui étaient déjà là. Donc, ça vient pas nécessairement stimuler. Mais ce qui va stimuler l'année prochaine, c'est certaines lois spéciales, là, comme on va arrêter de mettre de percevoir de l'impôt sur les heures supplémentaires, ou certaines heures supplémentaires sur les pourboires des gens qui reçoivent des pourboires dans leur travail. Mais pour payer tout ça, on va couper aussi les services de santé. Donc, quand on regarde la distribution, les riches vont s'enrichir, les pauvres vont s'appauvrir. Ça va exacerber les inégalités sociales. Ça va avoir un impact qui sera pas là tout de suite. Ça devrait venir contrer un petit peu l'impact des tarifs au cours des prochaines années. Mais ultimement, tout ça, au point de vue économique, ça fait pas grand-chose, mais au point de vue fiscal, par contre, ça empire un problème d'endettement, une trajectoire d'endettement du gouvernement américain qui était déjà très inquiétante. Là, on la rend encore pire. On en parle justement avec plus de 30 milliards, peut-être maintenant 35 000 milliards. La dette américaine, elle est monstrueuse et c'était le point de discorde avec Elon Musk. C'est pour ça qu'il est parti de son bord en disant, moi, je veux bien être de droite, mais aussi de droite républicain, c'est-à-dire que je veux que les finances publiques soient en ordre. Et le fait que Trump, avec sa belle Beautiful Bill, il va creuser l'endettement, qu'est-ce que ça dit? Ben, ce que ça dit, c'est que on va probablement découvrir tous ensemble dans les prochaines années, mais peut-être que ça peut être plus vite que ça, on ne sait pas non plus. C'est quoi les limites du modèle américain en termes d'endettement? Donc, on sait qu'un pays émergent là, qui aurait des problèmes de dette qui est pas sous contrôle, avoir un déficit au compte courant, donc qui importe plus qu'il exporte, il y aurait des problèmes beaucoup plus rapidement qu'un pays développé. Mais on sait que les pays développés peuvent s'endetter beaucoup plus aussi. Le Japon est un bon exemple. La dette au PIB au Japon, c'est au-dessus de 200%. Mais les États-Unis, puisque s'il y a une chose qui ressemble à un taux d'intérêt sans risque sur la planète, puis tous ceux qui ont étudié en finance savent que le taux d'intérêt sans risque, c'est un peu la pierre d'assise des marchés financiers. Mais c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est les obligations américaines. Puis là, si on se retrouve dans un monde où la trajectoire de l'endettement américain n'est clairement pas soutenable, on en rajoute par-dessus avec cette loi-là, est-ce qu'il peut y avoir un accident fiscal ou est-ce que le marché obligataire, à un certain moment, dit, mais regarde, moi, j'ai besoin d'un taux d'intérêt plus élevé pour acheter des obligations américaines maintenant, donc les taux d'intérêt qui augmentent. Si les taux d'intérêt augmentent de façon rapide, ça peut avoir un effet négatif sur le marché boursier, ouais. Ça peut mettre de la pression sur Washington, qui aurait besoin d'avoir des ententes bilatérales. Dans un monde où Trump est président, est-ce que ça existe, des ententes bilatérales? On peut se poser la question. Donc, on s'en va dans ce film-là. Donc, est-ce que c'est une histoire de 2025-2026 ou une histoire de 2030? On ne sait pas, mais on est en train de faire nos devoirs pour essayer de comprendre très bien qu'est-ce que ça veut dire. Sébastien, on va faire le point sur le taux d'intérêt. Tu dis les taux d'intérêt qui augmentent, mais c'est le marché qui le décide, hein? C'est pas les nouvelles émissions. Si on voit, par exemple, la courbe des taux américains, des obligations du Trésor, ben on voit que les taux augmentent parce que la valeur marchande baisse. Et c'est donc qu'on accorde moins de crédibilité aux fameuses obligations américaines. Ouais, puis c'est les perspectives de croissance économique, les perspectives d'inflation, puis les perspectives envers la confiance qu'on a à long terme envers les institutions américaines, ces trois composantes-là. Puis là, ce que le marché obligataire nous dit dans le moment, c'est que tout ce que Trump est en train de faire là, c'est négatif pour la croissance à long terme. Donc, on voit que la composante croissance dans la croissance attendue dans les taux 10 ans, celle-là est à la baisse. Les attentes inflationnistes sont légèrement à la hausse.
Puis l'autre morceau qui semble dominer dans le moment, c'est justement la fameuse prime à terme qu'on appelle, donc la confiance envers les institutions, la capacité de la Réserve fédérale à baisser son taux d'intérêt éventuellement pour aider l'économie. Mais tout ça aussi, c'est envers la quantité d'obligations qui devraient être mises sur le marché au cours des prochaines années pour venir financer le gouvernement américain. Donc tout ça mis ensemble pousse les taux d'intérêt à la hausse. Puis on n'a pas vu un mouvement si drastique que ça encore. Donc rien pour être inquiet, mais c'est quand même un terreau assez fertile pour des inquiétudes à venir, là. Nos clients nous posent souvent la question par rapport au dollar américain. Quelles peut être les incidences, justement, de voir cette diminution-là? Je regardais sur l'ensemble des devises, c'est peut-être une perte de valeur du dollar américain de 10 mais par rapport à l'Europe, ben c'est plus de 13 là. Ça commence à être significatif. Donald Trump mentionnait souvent qu'il souhaitait que le dollar diminue, mais je crois qu'il y a quelque chose qui manque dans l'équation, là. Ouais, puis Donald Trump souhaite que le dollar américain soit plus faible, mais semble aussi vouloir conserver tous les côtés positifs qui viennent avec le fait d'être la réserve, la devise de réserve mondiale. Donc, un va pas nécessairement sans l'autre. Mais quand on regarde les graphiques, le dollar américain, oui, est dispendieux actuellement. Il a reculé d'environ 10% depuis le début de l'année. On peut se poser la question, il reste combien de baisse potentielle du dollar américain d'ici la fin de l'année? Donc, ça va dépendre de ce qui va se passer avec la politique commerciale. Est-ce que Donald Trump va vraiment mettre tout ça en place le 1er août, comme il est en train de le dire? On sent Donald Trump dans le moment qui se bombe le torse un petit peu plus. Il y a eu quelques victoires récentes avec sa loi, avec les ententes avec la Chine, Royaume-Uni, Vietnam. Donc, nous, on pense qu'il va y aller de l'avant au début du mois d'août. Ça devrait faire pousser le dollar américain à la baisse encore. C'est une des positions clés dans nos portefeuilles, dans notre portefeuille discrétionnaire, dans nos stratégies d'allocation d'actifs. Dollar américain plus faible versus le dollar canadien versus l'euro versus le yen. Plusieurs bonnes raisons d'être positif sur les devises étrangères versus le dollar américain. On pense que c'est une trajectoire qui pourrait durer encore pendant potentiellement encore quelques années aussi, ce dégonflement-là du dollar américain. Oui. Alors, si ça dure, il est temps peut-être d'avoir des mécanismes de protection pour ces investissements américains, comme faire la couverture de change. Ouais, la couverture de change, c'est un morceau qui est important. Si on est un investisseur canadien, qu'on investit en Europe, ben l'euro s'est apprécié encore plus versus le dollar américain que le dollar canadien. Donc, il n'a pas besoin de faire de couverture envers les devises étrangères autres que le dollar américain. Donc, c'est soit fait des couvertures ou aussi, si on regarde le marché américain, qui dans le moment est très dispendieux encore une fois, c'est transige à 22 fois les profits attendus. Bien sûr, il y a des sets magnifiques qui viennent distorsionner là, le portrait, là, mais avoir une stratégie, ce qu'on a plus d'actions internationales puis d'actions canadiennes, moins d'actions américaines que ce qui aurait été la norme dans les 5-10 dernières années. Ça aussi, ça fait partie d'une stratégie qui est gagnante, là. Dan Janis de Agile, c'est un gestionnaire d'obligations de renommée mondiale. Il a longtemps travaillé pour la John Hancock qui appartient à Manuvie. Il est maintenant dans l'alignement des gestionnaires obligataires dans la famille IA. Et Dan Janis a augmenté sa composition d'obligations européennes. Il l'a amené à 30%. Est-ce qu'il est le seul à faire ça ou ça s'imite un peu partout? Vraiment, Dan Janis, c'est quelqu'un de très sympathique que j'apprends à connaître ces jours-ci, là. Donc, je le salue. Je pense pas qu'il va nous écouter parce que je pense pas qu'il parle français, mais salut quand même. Mais c'est un bon signal comme quoi il se passe de bonnes choses en Europe. Les plans d'investissement en infrastructure devraient être assez porteurs pour, dans le fond, l'Europe a besoin de se reconstruire après une longue période de manque de croissance, de productivité. Les dépenses en défense aussi qui s'en viennent, ça va être une entrée d'argent très importante pour plusieurs entreprises. Donc, quand on regarde dans l'industrie, on voit que le marché des actions en Europe a très bien fait depuis le début d'année, mais maintenant, on commence à avoir des sorties d'argent, des prises de profit qui se prennent là. C'est normal qu'il y ait de la consolidation en cours de route, mais le signal de quelqu'un qui a autant de talent là, que Dan Janis, qui va vraiment s'investir fortement en Europe, je vous dirais que nous, on est d'accord avec ce signal-là, que aller voir à l'extérieur des États-Unis, ça va toujours prendre la technologie aux États-Unis, les Facebook,
Meta maintenant plutôt, les Ouais. Apple de ce monde, les Amazon demeurent aux États-Unis, mais pour tout ce qui est autre que la technologie, allez vous promener un peu partout ailleurs dans le monde, vous allez trouver des belles opportunités. Oui, oui, il y en a plein de belles opportunités en dehors de la technologie. Je voyais que le matériel agricole est un secteur qui a tiré vers le haut le SP500. Et puis les technologies, le Nasdaq est peut-être à plus 7 depuis le début de l'année. Et puis on a plutôt des croissances de la croissance à 2 chiffres dans le matériel agricole. Est-ce que ça, c'est une anomalie ou juste un rebond parce que ça faisait longtemps que c'était boudé? Ben, c'est de la rotation dans les secteurs dans le moment. On voit le marché américain qui tient bon, mais on voit beaucoup de rotation de secteurs en dessous du capot. Il y a des secteurs qui avaient été laissés pour compte au cours des dernières années. Donc, il y en a cette rotation-là est relativement saine. Donc, d'avoir un bon portefeuille balancé, avoir de la gestion active dans vos portefeuilles avec des gestionnaires qui vont être capables de vous positionner dans les bons secteurs, les bons titres au bon moment, ben, c'est un environnement rêvé pour ça. Ma dernière question, Sébastien, concerne la visibilité en avril, en mai. On voyait peut-être à quelques jours devant soi, on ne pouvait pas savoir ce que le reste de l'année nous réserve. Maintenant, est-ce que ça se dissipe un peu, le brouillard, pour les prochains 6 mois et 12 mois? Ben, on a eu une accalmie dans les derniers 90 jours. Je vous dirais que tant aussi longtemps qu'on n'a pas passé la fameuse date du 1er août, je pense qu'on revient dans le brouillard. On vient avec de la politique improvisée. Donald Trump, hier, devant les caméras, il a lancé qu'il allait mettre un tarif de 50% sur les importations de cuivre. Donc, ça se peut qu'on ait encore des choses comme ça qui nous arrivent. Mais ça commence à s'éclaircir un petit peu quand on regarde devant. C'est dans le sens qu'on sait qu'on va avoir une croissance économique qui devrait être faible. On pense pas qu'on s'en va nécessairement en récession, mais une croissance faible en Amérique du Nord, en Europe aussi. En 2026, éventuellement, on pourrait avoir une réaccélération de l'économie mondiale quand elle va s'être ajustée plutôt à toute cette réalité-là. Donc, si c'est de la clarté, bon, ben, ça peut venir répondre à la question ici, mais je vous dirais que tant aussi longtemps qu'on a Donald Trump comme président, il faut s'attendre à avoir une bonne dose de brouillard. Oui. Alors, dans les circonstances, diversification, penser un peu plus à l'international et puis avancer prudemment. Je pense que ça ressemble à ça, hein? Oui, exactement. C'est un bon résumé. Alors, bonjour Jonathan, merci de te joindre à nous. Et puis, écoute, Jonathan, on a connu un début d'année assez agité sur le thème de la guerre militaire, guerre commerciale, on va dire, une ambiance glaciale sur les marchés. Mais malgré tout, il semble qu'il y a eu quand même de bonnes nouvelles, de bonnes surprises. Oui, ben en fait, l'économie et les marchés demeurent résilients, puis il y a certaines classes d'actifs, certains secteurs d'activité qui viennent à se démarquer. Comme tu le mentionnes, le début d'année a été, disons, assez agité. Les marchés ont été secoués par rapport à différents facteurs. Celui qui me vient en tête en premier, c'est vraiment l'attitude du président américain, les politiques commerciales qu'il souhaite mettre en place, mais il y a toujours le conflit en Ukraine qui persiste et maintenant là, au Moyen-Orient. Mais malgré tout, il y a certains investissements qui ont très bien performé depuis le début de l'année. Mais dans ce cas, est-ce que tu as des exemples que tu peux partager avec nous, j'imagine? Oui, certainement. En fait, ben, on peut le voir ici à l'écran. Là, ce que je vous présente, c'est un investissement qui est 100% en actions, qui représente un niveau de risque moyen. Niveau de risque moyen malgré la composition en actions, là, puisqu'il y a une large diversification au niveau des secteurs d'activité, au niveau géographique également. Ouais. Et on peut compter plus de 500 entreprises là, dans cette stratégie-là, qui d'ailleurs fait partie de notre liste de recommandations depuis plusieurs années déjà. Au niveau des classes d'actifs qui ont bien performé puis qui ont contribué aux résultats là, que vous voyez encerclés en Écoute, rouge. résultat, depuis le début de l'année, si je comprends bien, plus de 7%. Ben, c'est super intéressant. Puis, si la tendance se poursuit, ben, ça va faire un très beau chiffre au 31 décembre. En effet. On ne peut pas nécessairement prédire l'avenir, mais avec un investissement justement qui est largement diversifié, ça nous permet de profiter des classes d'actifs et des secteurs d'activité qui ont bien performé. Depuis le début de l'année, malgré l'instabilité géopolitique, tout ce qui touche aux commodités, donc par exemple les métaux précieux comme l'or, en fait, a très bien progressé. Les actions à connotation technologique, les actions internationales aussi, principalement dans la zone européenne, qui ont très bien performé parce qu'il y a eu justement un déplacement de capitaux, en fait, là, une sous-pondération des actions américaines pour augmenter la pondération au niveau des actions européennes. Mais surtout au niveau des actions internationales, le fait que
à la base, disons au 1er janvier 2025, le marché européen était déjà moins cher que le marché américain, puisque la bourse américaine a très bien performé là, en 2023 et 2024. Mais on peut le voir, des résultats qui sont drôlement intéressants. Mais est-ce que quelque part, c'est un revers de toute la politique Trump, des coups de sang ou les réactions qu'on a vues au niveau du président américain? Oui, ça a certainement des effets. On a remarqué un déplacement de capitaux. Là. Il y a eu moins d'investissements qui se sont faits aux États-Unis. Contrairement là, à ce qui se fait en Europe. C'est sûr qu'en Europe, à la base, si on retourne au 1er janvier, là, en fait, les actions européennes étaient moins coûteuses aussi lorsqu'on regarde le rapport coût-bénéfice par rapport aux actions américaines qui ont très bien performé en 2023 et 2024. Donc oui, ça peut s'expliquer par les agissements là, de Trump. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui nous permet d'avoir des résultats comme ça, malgré l'instabilité économique et politique? C'est le fait que les entreprises qui sont soigneusement sélectionnées par des gestionnaires qui sont actifs, bien, ce sont des entreprises qui continuent de générer des revenus stables, verser des dividendes qui sont constamment en croissance et surtout des entreprises qui ont un avantage concurrentiel. Donc, un bien ou un service qu'on ne peut pas se passer et qui est supérieur, disons, à la compétition. Donc, lorsqu'on a ces entreprises-là dans son portefeuille, bien, ça nous permet de continuer de générer une croissance intéressante là, malgré tout ce qui se passe. Alors, des entreprises, par exemple, est-ce qu'il y a certains secteurs auxquels tu penses qui illustrent cela? Certains ont remarqué de la performance au niveau des infrastructures. Oui, au niveau des infrastructures, une autre classe d'actifs, en fait, qui n'est pas corrélée du tout au marché financier public. Puis lorsque je parle d'infrastructures, en fait, ça peut être, par exemple, des réseaux de transport, là, des autoroutes payantes, par exemple, des réseaux de distribution électrique, ça peut être des tours cellulaires, des centres de données ou même des services d'eau et d'assainissement, de gestion de déchets. Donc, en fait, c'est... Bon, non, mais là, on en a besoin. On en a besoin. On a besoin. Puis, je donne souvent l'exemple, là, c'est un peu comme avoir un triplex dans son portefeuille d'investissement. Donc, même si les marchés sont en baisse ou même s'il y a de l'instabilité au niveau géopolitique, ben, on continue tout de même de générer, en fait, les revenus d'intérêt qui proviennent là, des infrastructures. Puis, encore une fois, on le voit à l'écran, il ne faut peut-être pas s'habituer d'avoir des résultats comme ça, mais ça vient, disons, pallier là, quand, disons, le marché américain performe un peu moins bien. On parle carrément de 9% depuis le début de l'année. Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secteur que tu pourrais nous mentionner dans ces exemples-là qui ont, on va dire, carrément crevé les yeux? Oui, bien, on pense certainement à la technologie, là, les titres technologiques qui ont continué de bien performer, tout ce qui touche à la biotechnologie, mais également les métaux précieux. Métaux précieux qui est souvent utilisé par les gestionnaires comme une valeur refuge, donc pour aller, disons, stocker de l'argent là, lorsque les marchés sont très, très volatiles. Encore une fois, ne gardez pas en tête les chiffres que vous voyez à l'écran, mais c'est une performance réelle. Oui, parce que je commençais à voir le tournis. On parle de 41% depuis janvier. Oui, exactement. Et puis, c'est un investissement qui fait partie de notre liste de recommandations. Donc, métaux précieux, on pense souvent à l'or, ça peut être l'argent, ça peut être le platine et j'ai découvert tout récemment le palladium qui est en fait un métaux blanc argenté qui résiste très bien à la corrosion, qui est utilisé beaucoup en dentisterie, dans les biens électroniques, mais aussi pour en fait produire là, des catalyseurs de voitures. Donc, peu importe ce qui se passe au niveau géopolitique, on a besoin de ces métaux-là. C'est la consommation de base. Là. Exactement. Puis des fois, c'est directement dans les métaux, mais ça peut aussi être dans certaines sociétés aurifères, justement, qui vont extraire en fait ces métaux-là. Mais encore une fois, si on a une diversification adéquate dans son portefeuille, bien, ça nous permet de profiter de la croissance, comme on peut voir là, ici à l'écran. Ben, parce que j'allais te dire, pourquoi ne pas prendre tout mon argent et mettre là-dedans? Oui, ben, c'est pas, disons, nécessairement une bonne idée parce que en réalité, le message aujourd'hui, c'est que malgré l'instabilité, il y a eu des résultats qui ont été intéressants depuis le début de l'année. Et il ne faut surtout pas essayer de courir après le rendement. Dans le sens que si on regarde en date d'aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va être le plus payant dans les 6 prochains mois, mais plutôt, en fait, de justement avoir ces différentes classes d'actifs-là dans son portefeuille pour pouvoir en bénéficier.
On retient de tout ça que le fameux réflexe de dire je veux pas investir mon argent parce que Trump, parce que des tarifs, parce que c'est la fin du monde, ça n'a pas l'air d'être le réflexe le plus pertinent. Non, puis en fait, en 2025. Ben, je dirais même qu'à chaque année, il y a au moins une bonne raison pour ne pas investir. Si cette année, c'est les guerres commerciales, la guerre à travers le monde, ben, dans les dernières années, il y a eu la pandémie, fut un temps où il y a eu la bulle techno, la crise financière de 2008. C'est le sacré liste qu'on voit à l'écran. Ben, exactement. Si on revient, en fait, dans les 90 dernières années, il y a eu énormément d'épisodes où on aurait pu se dire, ben, c'est pas le temps d'investir. Et pourtant, on a vu, malgré des périodes de baisse sur les marchés, que la tendance finit toujours par être à la hausse, donc une croissance. Ce qui fait qu'encore une fois, si on a un portefeuille diversifié, bien réparti dans des entreprises qu'on côtoie tous les jours et qui sont solides financièrement, ça nous permet, disons, de traverser les turbulences qu'on peut vivre d'année en année. Ben, c'est rassurant. Aujourd'hui, Jacob, tu veux nous parler du risque. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur du risque au niveau de ces investissements? Avoir peur, c'est naturel. Souvent, les gens pensent que, en voyant le marché, est-ce que le marché va s'effondrer? Est-ce que je vais perdre tout? Donc, le facteur risque, le facteur peur est tout à fait naturel. Seulement, il faut dissocier les émotions de ces décisions financières. Les marchés ont souvent monté, descendu, mais ils sont résilients. Si on prend l'exemple de 2000, durant la crise de Covid, si on prend la crise financière de 2008, la tout récente, les décisions du président américain en ce qui concerne les tarifs douaniers, mais les marchés ont subi des secousses. Et pourtant, ils ont toujours arrivé à remonter. Donc, il faut rester résilient et patient par rapport à ces investissements. Donc, si je comprends bien, en fait, on a parlé au début de la présentation disons, des différents facteurs qui rendent les marchés très volatiles. Mais en fait, ce que tu nous expliques, c'est que c'est tout à fait normal d'avoir des peurs et des fois d'être un peu déstabilisé là, par la volatilité des marchés. Tout à fait. Il faut que le fait d'avoir peur ne vous force pas à poser des gestes qui peuvent avoir des conséquences par rapport à vos placements. Et c'est peut-être là que notre rôle comme conseiller en gestion de patrimoine peut être super important auprès de nos clients. Comment on arrive, disons, à gérer ces parts-là avec nos clients? En regardant ces placements tous les jours, on risque de poser des gestes qui peuvent avoir des conséquences par rapport à nos investissements. Ce que je conseille toujours à mes clients, c'est de dire, vous n'avez pas besoin d'aller voir vos comptes à tous les jours. Et d'ailleurs, il y a une statistique, une étude récente qui a été effectuée et que les gens qui regardent le moins souvent leur placement réussissent à avoir des rendements plus élevés. Alors, moi, je dis toujours, quand souvent on voit aux nouvelles, des informations, comme il y a une catastrophe naturelle ou les marchés s'effondrent, il faut s'éloigner. C'est mieux d'aller prendre un café ou de prendre une marche avec son chien, mais de jamais nous poser un geste qui peut être néfaste. Ça, c'est par rapport à ces investissements. Puis, selon ce que tu dis, en fait, c'est que quelqu'un, en fait, qui regarde ces investissements long terme, là, quelqu'un qui regarde ça à tous les jours, pourrait augmenter son facteur stress et pourrait potentiellement décider de prendre des décisions qui ne seraient pas nécessairement avantageuses là, pour son portefeuille. Tout à fait. Les marchés, ont très souvent et historiquement, depuis qu'ils existent, réussi à revenir de cette baisse. Alors, laissez vos placements rester tels qu'ils sont. Ne posez pas des gestes qui peuvent être néfastes pour vous. Alors, c'est ce que je dis toujours aux clients. Parfait. Puis, est-ce que tu as des exemples? Je pense que tu nous as préparé des exemples que tu as vécus avec des clients. Tout à fait. Donc, des clients qui seraient tentés, disons, de prendre des mauvaises informations. Là. Quels seraient, disons, les impacts là, sur leurs investissements? Et si tu peux nous parler peut-être un peu de la personnalité de ces clients-là, là, qu'est-ce qu'il fait là, qui a peur? Tout à fait. Monsieur Bernard, par exemple, en mars 2020, durant la période du COVID,
a dit, bon, ben, je vais tout perdre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu tous ses placements. 6 mois plus tard, le marché est remonté de 35%. Un autre exemple, Madame Leila, en 2008, la grosse crise financière, a eu peur, a posé un geste, a tout vendu. 2 ans plus tard, les marchés ont doublé. Et tout récemment, on peut prendre le cas de M. Kevin, avec les annonces des tarifs douaniers de M. Trump. Lui, par contre, a fait une réaction différente. Il est resté investi. Il a même continué à investir. Et 3 mois plus tard, il a réalisé un rendement de 27%. 27% quand même. Donc, l'idée derrière ça, finalement, c'est de maintenir le cap, c'est de maintenir, en fait, son plan d'investissement. Et si je comprends, ben, même s'il y a des fois des périodes polarisantes qui peuvent nous amener à être très, très craintifs, plutôt que de faire des mouvements drastiques, ce serait plutôt d'en parler avec son conseiller puis voir ben, de quelle manière on peut justement tirer profit là, de ces périodes d'instabilité. Tout à fait, tout à fait. Moi, je dis toujours aux clients, c'est que soyez serein, OK? Si vous avez besoin d'être assuré, parlez avec vos conseillers, OK? Pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Et si vous avez un objectif de placement à long terme, ne posez pas un geste, OK? Que vous allez regretter plus tard. Ouais. Parce que de toute manière, Jacob, on n'est pas dans l'industrie des pertes permanentes, si je peux me permettre. On n'est pas dans l'industrie de la spéculation. Donc, lorsqu'on investit dans des entreprises de qualité qui génèrent de beaux profits, de bons dividendes, puis surtout qui ont un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises du même secteur, finalement, le pire qui peut arriver, c'est d'avoir une période de baisse, mais qui finit toujours par être temporaire. Absolument. Les compagnies, OK, sont les compagnies dans lesquelles les clients sont investis sont des compagnies solidement, financièrement très solides, innovantes et qui ont des perspectives quand même intéressantes à long terme. Donc, restez investis, restez investis, restez investis. C'est ce que je répète toujours aux clients. Puis, c'est qu'il y a différents types de risques aussi. Souvent, les investisseurs vont se dire, je risque peut-être de tout perdre quand il y a des événements qui sont déstabilisants, mais quelqu'un qui viendrait à prendre de mauvaises décisions, finalement, on transfère le risque vers un risque d'appauvrissement. Là. Si quelqu'un ne reste pas investi, finalement, l'inflation monte au fil du temps. Si les rendements du portefeuille ne suivent pas, à ce moment-là, il n'y a pas de risque, disons, de perte permanente, mais il y aura un risque d'appauvrissement au fil du temps. Exactement. OK, c'est bien dit, Jonathan. Je dis qu'un autre risque, c'est le risque de ne pas investir. C'est-à-dire que si on laisse son argent dans un compte bancaire, qui produit 1,5%, alors que l'inflation est à 2%, on crée à l'inverse un appauvrissement. On voit que 12 mois plus tard, on est plus pauvre qu'on l'était. Alors, un autre risque, c'est le risque de ne pas investir, de ne pas être investi. L'inflation joue un rôle dans la création de richesses, nous le savons tous. Donc, quand on a une perspective à long terme, c'est mieux d'être investi dans des placements qui vont nous protéger de l'appauvrissement, de la perte de pouvoir d'achat. D'autant plus qu'un de nos rôles les plus importants, c'est d'établir le profil d'investisseur de nos clients. Donc, si on a un portefeuille, disons, qui est corrélé et qui respecte le niveau de risque, le niveau de tolérance au risque du client, au final, le client risque de générer des gains qui vont être beaucoup plus intéressants, comme tu le mentionnes, que si l'argent n'est tout simplement pas investi. Absolument, absolument. À part dès au début, on monte un portefeuille qui correspond au profil, à la tolérance du risque du client. Une fois que le portefeuille est monté, il faut juste respecter sa stratégie et ne pas changer au tout bout de champ par rapport aux mauvaises nouvelles ou aux nouvelles sensationnelles. On va parler de Londres parce que Londres, d'abord, c'est une grande ville, c'est une belle ville, mais c'est une ville financière aussi. Ouais, une grande ville financière qu'on a eu la chance de visiter en mai dernier, là, quelques membres de l'équipe. Nous étions 5. Tu étais des nôtres. Absolument. Il y avait Jacob, Jonathan, Lionel et moi-même. Ben oui, 5. On a pris d'assaut la ville de Londres qui s'en rappelle encore aujourd'hui. Mais pourquoi donc aller faire des affaires à Londres?
Pourquoi aller faire des affaires à Londres? Bien, tout d'abord, c'est un des plus grands centres financiers au monde qui rivalise pas mal avec New York. Il y a plus de 250 banques qui sont hébergées dans The City. The City, c'est le quartier financier. C'est là qu'on restait d'ailleurs. Puis les banques comme justement le JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Barclays et tout ça. Il y a des compagnies d'assurance, il y a des hedge funds, il y a des fintechs. Vraiment, ça ratisse large. Oui, oui. Puis on dit que la finance mondiale a commencé par la navigation où justement l'Angleterre, avec ses navires marchands, allait chercher des denrées à l'autre bout du monde, comme la Chine. On va chercher du thé, on le ramène. Et puis, la finance, c'est quand même une prolongation de la marine marchande. Hein? Oui, oui. Puis justement, Londres est stratégiquement idéalement situé parce qu'ils sont à mi-chemin entre l'Amérique et l'Asie. Donc, ça leur permet de couvrir tout ce territoire-là dans une journée de travail. OK. Oui, bien, c'est fabuleux. En tout cas, le décor, là, on marie le Moyen Âge avec du modernisme et puis la ville était propre, hein? Oui, impeccable. C'était incroyable, vraiment. On va partager des petites images, des photos ici et là que tout le monde a pris et vous allez voir, entre autres, la grande roue qui s'appelle London Eye qui accueille chaque cabine. C'est quoi? On peut être 20, 25? Oui, à peu près. Oui, on a On a été une- bien accueillis là-dedans. Une vue hallucinante sur Big Ben, sur la Tamise, sur le pont de Londres. Alors, comme pôle financier, pourquoi ça accueille autant? Tu parlais de position stratégique, géographique, mais même, je pense que le fuseau horaire a son importance. Ben oui, c'est ça, parce que je crois que c'est le matin. Je sais plus si c'est le matin. Le matin, je crois que c'est avec l'Amérique. L'après-midi, c'est avec l'Asie. Alors que quelqu'un en Amérique pour transgenre en Asie, ben, il faut qu'il se lève aux petites Aux heures. aurores. Là. Voilà. Donc, c'est très efficace là, comme position. Oui. On est allé à Londres pour une raison bien précise. On appelle ça en anglais un due diligence ou diligence raisonnable. Ça signifie quoi, ça? Ben, c'est comme une enquête qu'on va faire pour avoir la certitude de faire les bons choix. Donc, dans le cadre de ce due diligence-là, on a eu la chance de rencontrer une équipe de Northleaf qui est basée à Londres, là, parce qu'ils ont des équipes un peu partout dans le monde. Puis là, ben, on a rencontré les gestionnaires basés à Londres qui nous ont présenté leurs différents investissements. On a pu leur poser nos questions. Ouais. Ils ont pu nous parler de leurs différentes stratégies, là, que ce soit de la dette, des infrastructures, puis des capital investissements. Mais ça s'adresse à qui, ça, Northleaf, ce genre de fonds-là? Ce genre de fonds-là, ben, il y en a beaucoup dans l'institutionnel, mais c'est aussi disponible pour les investisseurs particuliers. Ah oui, mais il faut être qualifié. Oui, qualifié ou accrédité. Ah, Donc, ça prend une somme relativement importante, je pense, pour se qualifier. oui, dans ce cas-ci, je crois que ça commence à 25 000. Oui, le Pour les montant, particuliers, mais il faut ouais. démontrer qu'on a des investissements peut-être d'1 million ou des revenus supérieurs dans le couple. Je pense que c'est 250 300 000, 250 000 par personne. Mhm. En tout cas, on peut contacter Fred si on veut avoir des détails, savoir si on est accrédité. Mais pourquoi c'est attrayant? Puis pourquoi s'intéresser à des placements comme ça, des placements de capital investissement privé ou de crédit privé? Bien, c'est que ça ratisse un éventail de compagnies beaucoup plus large et vaste que les compagnies qu'on voit qui sont cotées en bourse. Je crois que ça peut aller jusqu'à 90 des compagnies dans certaines classes là, d'actifs là, Ah oui? par rapport à ce qui est pas coté en bourse par rapport à ce qui est coté en bourse. Donc, on voit vraiment que la pointe de l'iceberg là, quand on voit les compagnies OK. qui sont sur Il y a les bourses. quelques années, j'avais entendu parler que dans tout le monde boursier, il y avait quelque chose comme 60 000 entreprises qui se négocient sur les places publiques. Mais il y avait 650 entreprises dont le capital permet d'avoir des nouveaux actionnaires, mais se négocie pas en bourse. Alors donc, on vise un peu tout ça. Mais Northleaf, je crois qu'il y a des méthodologies pour creuser puis trier hein, les sociétés. Oui, puis eux-mêmes font leur due diligence quand ils vont sélectionner leurs investissements. Puis il y en a même un qu'on a eu la chance d'expérimenter sur le terrain, je devrais peut-être dire sur les flots. Ouais. Le Uber Boat, donc ça, c'est un bel exemple d'investissement d'infrastructure que Northleaf a fait. Ils sont devenus actionnaires majoritaires en 2022.
Puis, leur objectif dans cet investissement, c'est de soutenir la croissance durable de l'entreprise, évidemment, puis de moderniser la flotte de ces traversiers-là là, en mettant en place des traversiers hybrides à grande vitesse. Donc, ça, c'est... On voyait que ça se déplace. Là. Ouais. On voit la photo Uber Boats. Ce sont donc des bateaux qui accueillent des touristes ou des gens en convention. On les déplace d'un point à l'autre sur le long de la Tamise. Et puis, des fois, oui, ça va vite. Ah oui, puis c'est même pas juste pour les touristes, là, c'est vraiment, ça fait partie intégrante du comme des réseau de taxis. transport public. Oui, exactement. oui, Mais OK. tu sais, la Tamise, ça couvre quand même un bon territoire de la C'est ville. vrai. Là. Donc, on a le choix. C'est comme un peu les navettes fluviales du Saint-Laurent, mais version London. Très bonne idée. Alors ça, c'est un des investissements de Northleaf, Ouais. mais des fois, il touche même au sport, hein? Ben oui, on a vu justement CCM, donc tous les fans de hockey et de sport en général. Je pense Ouais. que c'est pas mal d'équipes sportives qui sont couvertes par CCM, qui font partie de leurs investissements. Puis, on a même eu la chance de rencontrer c'était Je pense que c'est le le CEO CEO, hein? de CCM qui était là. Donc, Ouais. on l'a eu juste à nous pendant une belle heure, 1 heure et demie. OK. Alors oui, c'était un super voyage, mais un due diligence dans ces conditions-là, c'est-à-dire analyser une entreprise, qu'est-ce qu'elle a à offrir, et puis ensuite analyser, nous, de notre côté, ce que les compétiteurs ont à offrir. Ça fait partie de notre travail. Oui, tout à fait. Puis ça, justement, c'est essentiel, surtout quand il est question de compagnies privées. On n'a pas accès à l'information, disons, en temps réel, comme une compagnie qui est cotée à la bourse, où on voit son cours à chaque heure du jour. Là, évidemment, il faut être un peu plus débrouillard puis aller chercher l'information pour être certain de ne pas s'embarquer dans n'importe quelle histoire. Bon, là. ben, on est prêt pour un autre voyage, peut-être Eh la oui. Chine la prochaine fois, l'Indonésie. Qui sait? Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler des actions de dividendes. Là, c'est sûr qu'on est dans un environnement de taux élevés, de volatilité soutenue sur les marchés. Il y a de nombreux investisseurs qui se tournent vers les solutions à dividendes pour tenter d'obtenir plus de stabilité et de rendement. Yves, peux-tu nous rappeler en quelques mots que sont les fonds de dividendes? Alors, pour rappel, et c'est bien parce que ça va nous permettre de parler de l'ancien webinaire qu'on a fait au trimestre dernier. En fait, dans un moment d'incertitude, les actions à dividendes, c'est ce qui te permet d'avoir dans un fonds d'action uniquement des compagnies qui versent des dividendes. Rappel, les dividendes, c'est quoi? C'est juste dire que quand une compagnie fait des bénéfices, elle a le choix entre deux alternatives. La première, c'est de dire ces bénéfices, je les réinvestis dans l'entreprise parce que je vais recruter, parce que je vais investir en nouvelles machines ou acheter des brevets, ce genre de choses, ou acquérir d'autres compagnies. Ou alors, je rémunère mes actionnaires en leur versant des dividendes. Et donc, en général, quand les entreprises sont capables de verser des dividendes aux actionnaires, ça veut dire qu'elles ont des flux de trésorerie réguliers. C'est ça aussi ce qui est important de dire. Et donc, dans un fonds d'action à dividendes, souvent, tu vas écarter toutes les compagnies qui ne font pas de bénéfices. Tu vas écarter toutes les compagnies qui ont des dividendes incertains parce qu'elles sont dans des domaines plus cycliques où tu peux avoir des années où ça fait des gros coups de circuit, plutôt des années où c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça te permet d'avoir des entreprises plutôt stables. C'est pour ça que quand tu disais en introduction, quand on recherche plus de stabilité, c'est parce que quelque part dans ton fonds d'action à dividendes, des compagnies qui brillent par leur régularité à bien distribuer des dividendes à leurs actionnaires ou alors à réinvestir leurs dividendes, enfin en tout cas leurs bénéfices, dans leur entreprise. Donc, il y a 3 éléments clés à retenir. Je dirais la résilience des dividendes, parce qu'en période de baisse, souvent les titres d'actions à dividendes sont moins touchés, sont moins frappés que les actions de croissance, où là, on se dit, oui, si jamais les entreprises ont besoin de plus emprunter pour pouvoir continuer leur croissance, ben non, celles qui sont à dividendes en général arrivent à s'autofinancer parce qu'elles arrivent à avoir assez d'argent pour s'autofinancer. Le deuxième élément clé, je te dirais, c'est la contribution au rendement total. Pourquoi on parle de ça? Parce que, encore une fois, quand tu as des distributions qui sont réinvesties, tu vois, finalement, ta croissance se fait progressivement. Juste en faisant un parallèle, c'est exactement comme quelqu'un qui se dit « j'ai un immeuble à revenus, je reçois des loyers, j'enlève les dépenses
Et à partir des résultats que je génère, je réinvestis ça avec de nouvelles fenêtres ou je vais refaire mon plancher, je vais refaire mon isolation. Et en fait, tu augmentes la valeur de ton bien parce que tu vas le réinvestir régulièrement dans la bâtisse. Et donc, en fait, quelque part, tu vois, tu as un peu ce parallèle entre quelque chose qui dit j'ai un bien immobilier que je ne touche pas parce qu'il va prendre de la valeur à travers le temps, mais ça, c'est ce qu'on appelle la croissance. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire moi, je veux réinvestir ce que l'entreprise a généré à l'intérieur de ma bâtisse. Et là, dans l'occurrence, dans les marchés financiers, c'est ce que tu réinvestis dans les compagnies, donc dans les actions à dividendes. Mais on a le choix de les réinvestir ou pas. Alors après, c'est justement ça qu'on va voir, c'est est-ce que c'est intéressant de les avoir visibles dans son relevé ou est-ce que c'est plus intéressant de les avoir capitalisés? C'est-à-dire que parfois, tu as des produits, elles ne vont pas te montrer, et c'est fait exprès pour la fiscalité notamment, et on y reviendra, elles ne vont pas te montrer ce qu'elles ont reçu comme dividende. Donc, ça va être plutôt dans les livres comptables du fonds d'investissement, du fonds mutuel, mais elles vont le récapitaliser dans le prix. Et donc, ça va se répercuter dans le prix. Donc, toi, tu pourrais croire, tu dis, non, finalement, je n'ai pas reçu de dividende cette année. Mais non, parce que ça va être répercuté dans le prix de ton fonds d'action. Le troisième élément clé, justement, à retenir, je reviens là-dessus, c'est que c'est moindrement volatile par rapport aux actions de croissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, les actions de croissance, elles ont besoin souvent de beaucoup emprunter pour pouvoir soutenir leur croissance. Et quand tu es dans une difficulté, parce que soit tu ne peux pas soutenir ta dette, ou alors tes taux d'intérêt sont plus élevés, oui, ça peut être vraiment difficile pour elles. Et inversement, quand les conditions sont favorables, c'est elles qui justement font des gros coups de circuit. Alors que dans les actions à dividendes, souvent, comme elles arrivent à s'autofinancer, comme je viens de le dire tantôt, comme elles n'ont pas beaucoup besoin d'emprunter, même si les conditions de marché sont moins favorables, souvent, elles sont plus résilientes. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, qu'on pourrait le caractériser. Okay. Donc là, si j'ai bien compris, dans le fond, une compagnie qui est capable de verser un dividende de manière stable et récurrente, c'est quand même un gage de qualité de l'entreprise. Donc déjà là, on élimine du risque. Mais justement, il ne faut pas s'attendre au coup de circuit. Alors, on peut parfois en avoir, mais pas forcément tel qu'on pourrait l'entendre. Alors, globalement, en fait, les coups de circuit, on a tous un peu, entre investisseurs, ce rêve de se dire « Ouah, j'ai fait 35% sur ce fonds d'action dans les technologies » ou telle entreprise de la santé a découvert un brevet extraordinaire ou a racheté une petite compagnie qui va les faire exploser dans un domaine, je sais pas, le diabète ou le traitement du cancer, etc. Et là, tout d'un coup, effectivement, tu as ce qu'on appelle, nous, un coup de circuit. C'est qu'il y a une année, hop, tout d'un coup, ça explose. Mais en fait, quelque part, les fonds d'action à dividendes sont moins dans ce caractère-là. En fait, elles vont être plus dans des secteurs où tu as des revenus récurrents. Je vais donner 3 exemples de secteurs où on les retrouve facilement. C'est par exemple, c'est bizarre parce que j'en ai parlé, la santé. Mais la santé, quand tu dois acheter régulièrement des prises de mesure pour le diabète, quand tu dois acheter régulièrement de l'insuline, quand tu dois t'acheter des traitements réguliers à tous les mois, donc, ou par abonnement. Le système par abonnement, on le retrouve également dans les télécoms. Ouais. Les télécoms, c'est typiquement une industrie où tu as besoin d'avoir de l'abonnement régulier. Et en fait, c'est comme ça que tu fais ton argent. Pareil, les banques. Les banques, on paye des frais chaque mois. On a des intérêts chaque mois. Il y a une régularité. Les assurances, pareil. On a vraiment dans ces secteurs majoritairement beaucoup donc, de compagnies qui versent des dividendes parce qu'elles savent qu'il y a une régularité des revenus, donc une régularité des bénéfices et donc une régularité des dividendes versés aux actionnaires. Ça fait un beau topo, ça. Ouais, mais je te dirais, souvent, on ignore tout ça parce que parfois, ça peut être caché. Et c'est pour ça que je reviendrai sur est-ce que les distributions, sous forme de dividendes, est-ce qu'on préfère les avoir ou ne pas les avoir? Et c'est là qu'on voit si, est-ce que c'est utile ou non? Déjà, est-ce qu'on a besoin de ces liquidités? Ça, c'est la première question à se poser. C'est si on achète des fonds d'action à dividendes, on peut les acheter pour différentes raisons, je vous l'ai dit, stabilité du portefeuille, moins de volatilité. Mais on peut aussi les acheter parce qu'on a besoin de liquidité. Typiquement, on est en pré-retraite, on a envie d'un complément de revenu avant sa retraite, ou alors on est même retraité, mais on a toujours envie d'avoir des actions. C'est souvent recommandé d'avoir ce qu'on appelle des actions à dividendes parce que ça génère des liquidités qui sont après faciles pour être dépensées. Là-dessus, je te dirais, il faut juste faire attention. Parce que quand on est retraité, ou même quand on est simplement investisseur, il faut faire attention à ce qu'on appelle la fiscalité. Pourquoi? Parce que si des gens se disent « Moi, je veux que des FNB, parce que des fonds négociés en bourse, parce que ça coûte moins cher. » Imaginons, quelqu'un dit « Moi, je veux des fonds négociés en bourse
d'actions à dividendes, c'est pas cher, merci, bonsoir. Si jamais son fonds négocié en bourse est dans un compte non enregistré, et si le fonds négocié en bourse fait ce qu'on appelle de la gestion passive et va juste distribuer sans réfléchir tous les dividendes qui sont à l'intérieur, et surtout en plus si les dividendes sont étrangers, il va être frappé très fort fiscalement. OK. Dans quelle mesure les dividendes étrangers? En fait, rapidement, il y a comme deux catégories de dividendes. Il y a les catégories de dividendes canadiens. Là, on a un incitatif fiscal parce que forcément, c'est une sorte de préférence nationale où là, on se dit, oui, monsieur l'investisseur, vous avez des actions canadiennes, vous recevez des dividendes de ces actions canadiennes. Donc, quelque part, comme vous faites la promotion de notre pays. Exactement, de notre économie, quelque part, on va vous inciter à continuer à acheter local et donc ça va se répercuter dans votre fiscalité. Donc, vous aurez un crédit d'impôt. Il y a un calcul spécial qui fait que comparativement à des dividendes que vous allez récupérer de compagnies comme Apple, Samsung, j'ai plein d'exemples de compagnies étrangères, ce sera plus avantageux. Versus effectivement quelqu'un qui détient des actions de compagnies étrangères, s'il y a une distribution, alors elle peut être très intéressante. Déjà, premièrement, elle peut être en devises étrangères. Ça peut être intéressant à regarder parce qu'il y a une volatilité des devises. On en parle régulièrement entre nous. Mais de deux, c'est taxé comme un revenu d'intérêt, exactement comme si vous aviez des obligations ou un CPG. Vous avez un intérêt qui se dépose. C'est taxé, en tout cas, le calcul est fait sur 100% de ce que vous recevez. Eh bien, les dividendes étrangers, c'est pareil. OK. Fait qu'il faut être vraiment stratégique avec nos fonds de dividendes. Exactement. Donc, si vos actions, vos fonds d'actions à dividendes sont dans des comptes enregistrés comme REER, CELI, compte de retraite immobilisé, etc., là, pas de problème. Là, vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez, que les distributions soient visibles ou non dans votre relevé, qu'elles soient d'origine étrangère, canadienne, peu importe. Là, on est protégé parce que votre régime fiscal, ça vous protège de toute façon. C'est le principe de l'abri fiscal. Par contre, si vous êtes dans un compte non enregistré ou un compte d'entreprise, là, il faut vraiment être stratégique. Si vous avez de la place dans votre CELI ou dans vos comptes de retraite, ou en tout cas dans vos comptes d'abri fiscal, et que vous voulez avoir impérativement des actions d'origine étrangère, avec donc des dividendes afférents d'origine étrangère, mieux vaut les mettre dans des abris fiscaux plutôt que dans un compte ouvert d'entreprise ou personnel. OK. Bon. Donc, finalement, quelle place on doit accorder aux actions à dividendes? Comme je le disais tantôt, ça dépend de votre situation et surtout, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de moins de volatilité dans mon portefeuille, de plus de stabilité? Parce que souvent, on se dira, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour avoir des actions à coup de circuit, ou en tout cas à très forte volatilité, surtout quand on a énormément de temps devant soi. Typiquement, dans un régime épargne-études d'enfants qui vient de naître, ça peut être une bonne solution, par exemple, de faire ça. C'est sûr qu'on voit très mal un enfant de 5 ans aller à l'université, donc on se dit, il y a encore le temps de faire de la croissance. Au pire, on pourra toujours réviser le profil d'investisseur par la suite, mais quand on a le temps devant soi, on peut se le permettre. Quand on est à 5 ans de la retraite, qu'on se dit, j'ai fait un temps d'investissement plutôt volatile, mais assez profitable, mais que j'aimerais cristalliser mes gains et puis continuer à être exposé au marché d'actions, mais avec plus de stabilité. En général, les actions à dividendes, ça permet quand même de stabiliser pas mal de choses parce que dans un moment incertain où on se dit, est-ce qu'on peut avoir un ralentissement économique? Est-ce qu'on peut avoir une remontée d'inflation? Est-ce qu'on peut avoir des taux d'intérêt qui vont bouger très fortement? Souvent, ce sont les entreprises qui ne sont pas tributaires de ces paramètres qui vont se retrouver plutôt épargnées finalement. Alors, on ne dira pas forcément que c'est une garantie tout risque, mais historiquement, on a bien vu que lorsque les vents sont contraires, c'est plutôt intéressant. Un beau refuge. Exactement. Alors, nous continuons cette discussion avec Isabelle Bérard. Bonjour Isabelle. En fait, dans le sujet que tu vas traiter avec nous aujourd'hui, ça va tourner autour de la retraite et surtout de l'importance de la fiscalité. J'imagine que tu auras des exemples à nous montrer. On va quand même rentrer dans le vif du sujet. Voilà, comment tu pourrais introduire le sujet de ton côté? En fait, on va surtout regarder la paye de retraite parce que c'est toujours un petit peu nébuleux pour les gens. Quand on travaille, c'est facile, la paye rentre de façon automatique à toutes les 2 semaines. Mais quand on arrive à la retraite, il y a ce grand questionnement-là de où va provenir notre argent et comment est-ce qu'on structure les retraits qu'on va faire de nos placements pour s'assurer d'en avoir
pour toute la durée de la retraite, mais aussi minimiser les impôts. Pour rappel, peux-tu nous dire, ce serait quoi les sources de revenus de retraite qu'on a communément ici au Canada? Ben effectivement, Yves, c'est bien que tu le dises. C'est que quand on travaille, pour la majorité des cas, on a une source de revenus, mais à la retraite, on a une multitude de sources de revenus. Donc, tout d'abord, il y a les rentes gouvernementales, donc la pension de sécurité de vieillesse qui est du Canada et la RRQ qui est versée par le gouvernement du Québec. Donc, ça, dans la majorité des cas, les gens vont pouvoir obtenir ces rentes-là. Ensuite, si on est chanceux, on a peut-être la possibilité d'avoir un régime de retraite provenant de notre employeur, ce qu'on appelle communément les fonds de pension, soit à cotisation déterminée ou à prestation déterminée. Et on a nos épargnes personnelles dans nos différents types de comptes, donc REER, CELI, comptes non enregistrés, les CRI. Et pour certaines personnes qui sont propriétaires immobiliers, bien, ils vont aussi avoir des revenus locatifs, puis des propriétaires d'entreprise pourraient aussi encore avoir certains revenus d'entreprise. Donc, on comprend que lorsque vient le temps de prendre notre retraite, puisqu'il y en a différentes sources de revenus, bien, on doit s'assurer de structurer tout ça pour que ce soit le plus optimal possible, tant au niveau financier qu'au niveau fiscal, parce que ça peut vraiment avoir un gros impact. Puis, il y a rien de mieux que de regarder des exemples concrets. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder 2 exemples. Ce sont des clients réels. Donc, comprenez qu'on a changé les noms, mais les résultats qu'on va vous présenter, ce sont vraiment les résultats réels qu'on a obtenus avec nos clients. Donc, premier client, c'est un couple dans le cadre duquel il y a effectivement un fonds de pension à prestations déterminées. Donc, on a Marc et Véronique qui ont 49 et 47 ans. Ils veulent prendre une retraite simultanée lorsque Marc va avoir 55 ans. Donc, on comprend ici qu'on a une retraite qui est quand même assez jeune. Leur coût de vie, si on exclut les paiements au prêt hypothécaire, parce que le prêt hypothécaire, éventuellement, on va terminer de le payer, mais toutes les autres dépenses, là, c'est 75 000 net. Là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait face à un premier grand risque, qui est le risque de longévité. Parce qu'en prenant notre retraite à 55 ans, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait des projections, on n'utilise pas l'espérance de vie moyenne au Canada à la naissance, parce que l'espérance de vie moyenne va tenir compte de tous les décès prématurés qui pourraient potentiellement y avoir eu au Canada. Quand on a atteint un certain âge et qu'on est encore en bonne santé, nos probabilités de survie sont beaucoup plus grandes. Donc, nous, on utilise des tables de taux de survie de 25 et dans leur cas, des personnes qui ont atteint leur âge ont 25 de chances de vivre jusqu'à 95 ans. Donc, on comprend ici là, qu'on a une retraite qui doit être financée pendant 40 ans, ce qui est probablement plus long même que leur vie active de travail. Et l'autre chose qui est super important dans leur cas, c'est que Marc a droit à un fonds de pension à prestations déterminées, mais sa rente n'est pas indexée à l'inflation. Donc là, ici, on fait face aussi au risque d'inflation. Peux-tu nous rappeler juste, ça veut dire quoi non indexé? Bon, en fait, quand on parle d'indexation, on veut dire que la rente augmente progressivement d'année en année au même rythme que l'inflation. Mais dans son cas, à lui, elle n'est pas indexée. Donc l'inflation, l'indice des prix. Hein, donc on l'indice parle de des rente prix, OK, c'est ça. Donc, parfait. dans son cas, à lui, ça peut sembler un gros montant. Là, il y a une rente annuelle d'à peu près 48 000 mais ça va demeurer 48 000 chaque année jusqu'à la fin. Donc, faites juste vous projeter un petit peu par en arrière, là, combien coûtaient les aliments, les vêtements il y a de ça 20 ans. Bien, imaginez dans 20 ans d'ici combien tout ça va coûter. Donc, on comprend que la rente, à un moment donné, ne sera pas suffisante. On va devoir aller chercher, piger encore plus dans nos épargnes personnelles. Mais dans leur cas à eux, bon, on leur a proposé différentes stratégies d'optimisation financière et fiscale, dont le fractionnement de revenus, le partage du RRQ. On leur a aussi recommandé d'utiliser l'âge du plus jeune conjoint pour la conversion des REER en fer. Et on leur a quand même, malgré le fait qu'ils prennent une retraite à un âge jeune, on leur recommande quand même de retarder les rentes gouvernementales pour les optimiser. Et ça va aussi permettre de décaisser un petit peu plus des REER en attendant de recevoir les rentes gouvernementales. Rapidement, ça veut dire quoi optimiser les rentes gouvernementales, Isabelle? En fait, c'est que l'âge normal de réception des rentes, c'est 65 ans. D'accord. La RRQ, on a le droit de faire une demande dès l'âge de 60 ans. Par contre, lorsqu'on devance la demande, lorsqu'on la demande avant l'âge de 60 ans, elle est réduite. Et cette réduction-là, elle est permanente. Et on ne peut pas rattraper le manque à gagner, même si on attendait. À 65 ans, la rente ne se rétablit pas.
Et au contraire, si on retarde la rente au-delà de 65 ans, elle est bonifiée. Et cette bonification-là, elle est aussi permanente. Donc, on parle de 8,4 de bonification annuelle. Dans leur cas, à eux, on leur a recommandé d'attendre jusqu'à 70 ans la RRQ, la pension de sécurité de vieillesse. Évidemment, ça sera à réévaluer en fonction de leur état de santé, mais en retardant les rentes, donc on sort un peu plus des REER et des épargnes personnelles en attendant la réception des rentes et ça fait en sorte que au moment où on a l'obligation de convertir nos REER en fer, bien, il y a moins de REER à convertir et les retraits minimums vont être plus petits. Donc, ça a un effet au niveau fiscal. Dans leur cas, à eux, c'est vraiment majeur. On va voir les résultats tout à l'heure, mais aussi quand on fait nos projections, on veut également s'assurer qu'ils sont capables de passer à travers différents scénarios de crise. Parce que quand on fait une projection, on utilise des normes de projection qui sont linéaires. C'est toujours le même taux d'inflation, c'est toujours le même taux de rendement sur nos placements année après année, mais on comprend que ce n'est pas ça la réalité. Donc, on a toujours 4 différents scénarios qu'on essaie d'évaluer. Est-ce que notre plan est capable de faire face à ça? Donc, on regarde premièrement, est-ce qu'on serait capable de faire face à un choc boursier, donc un crash, une chute des marchés et que ça prendrait un certain temps avant de se résorber. Le deuxième scénario, c'est, disons que finalement, nos rendements étaient plus faibles que qu'escompté, puis on faisait moins de rendement à partir d'aujourd'hui jusqu'à notre décès sur nos placements. On regarde aussi au niveau de l'inflation. Et si l'inflation était plus élevée et que mes dépenses augmentaient plus rapidement que prévu, puis dernièrement, ici, la nature nous avait donné de très bons gènes et qu'on est en bonne santé puis qu'on vit plus vieux que ce qu'on avait prévu. Est-ce qu'on est encore capable de faire face à tout ça et est-ce qu'on va avoir les ressources nécessaires pour y arriver? En d'autres termes, on essaie toujours de voir les situations les pires Oui, pour vraiment être sûr que même avec ces situations les pires, on arriverait quand même au bout du chemin de oui. manière la plus, je ne vais pas dire sécuritaire le plus, mais en tout cas avoir au moins une assurance que ça passe le test. C'est ça, parce que la pire chose qui pourrait se produire, c'est que quelqu'un décide de prendre sa retraite et que finalement, à un moment donné, il se retrouve qu'il manque de ressources, puis il est encore vivant, puis il n'y a plus de ressources. Donc, on veut pouvoir pallier à ça, donc on veut pouvoir voir si on est capable de faire face à différents scénarios. Donc, dans leur cas, à eux, non seulement ils réussissaient à atteindre les différents scénarios, ils pouvaient même se permettre d'augmenter leur coût de vie. Donc, ça pouvait leur permettre d'augmenter leur coût de vie à 112 500 tout en étant encore capables de faire face aux différents scénarios de crise. Et ce, malgré le fait qu'ils prenaient une retraite à un jeune âge et qu'ils devaient la financer sur 40 ans. Donc, vraiment, la paye de retraite, la structuration de la paye de retraite apporte une certaine clarté. Et puis en plus, ils ont dû être contents d'apprendre ça de ta bouche, parce que quand on vient pour se faire voir son évaluation de retraite et qu'on finalement vous en avez plus que ce que vous croyez, je pense qu'émotionnellement, ça doit être assez sympathique d'avoir ça. Oui, puis non seulement on leur permet d'augmenter leur coût de vie, mais la fiscalité, tu en as parlé d'entrée de jeu, Yves, la structuration du décaissement va avoir un effet important sur la fiscalité. Dans leur cas, à eux, ça a permis de réduire leurs impôts à vie. Là. Quand on parle à vie, là, à partir du moment où on a fait la planification jusqu'au décès, il y a une réduction d'impôts de 1,5 million de dollars. On a une augmentation de la succession de tout près de 2,5 millions de dollars. On a diminué les impôts au décès de 392 000 dollars et on fait passer le taux effectif d'imposition au décès de 10,21 à 5,82 Donc, c'est tout près de la moitié du taux d'imposition. Donc, on comprend ici là, que le fait de bien réfléchir à la stratégie de décaissement peut permettre d'économiser des centaines de milliers de dollars en impôts puis d'optimiser encore plus même ce qui pourrait être éventuellement légué à nos héritiers. En fait, tu nous rappelles que finalement, les rendements, ce n'est pas uniquement les rendements de nos placements, c'est aussi les rendements de ce qu'on fait économiser en impôts. Oui, notre plus grosse dépense à vie, c'est les impôts. Ce n'est pas notre maison, c'est vraiment les impôts. Donc, si on peut se permettre de réduire cette facture-là, puis dans le fond, plutôt que de la transmettre au gouvernement, on la garde dans nos poches et on la transmet à nos héritiers. Donc, c'est sûr que ça a un effet majeur. Et encore, on ne parle même pas des possibilités de donner à des fondations qui permettent aussi d'économiser de l'impôt. Oui, c'est une petite parenthèse que je voulais faire, mais ça existe aussi. Oui, ça, tu as raison.
Puis si on prenait un deuxième cas, puis cette fois-ci, on n'a pas de fonds de pension. Donc, on comprend que dans le premier cas, on a une certaine sécurité, on a une rente qui est là, qui est garantie à vie. Bon, elle n'est pas indexée, mais elle est quand même là. Dans un cas où on n'a pas de régime de retraite d'un employeur, donc on a ici un couple, Stéphane et Karine, qui ont 57 et 51 ans. Cette fois-ci, on veut une retraite simultanée lorsque Stéphane aura 63 ans. Leur coût de vie, excluant le remboursement du prêt hypothécaire, là, leur dépense, c'est 88 512 net, net d'impôts. Donc, dans leur cas à eux, on comprend qu'ils n'ont pas de fonds de pension et leur seule source de revenus qui sera garantie et indexée à l'inflation, peu importe comment se comportent les marchés, ce sera les rentes gouvernementales. Et ensuite, on va combler ça avec nos épargnes personnelles. Les rentes gouvernementales, on en a parlé tout à l'heure. Si on les devance, si on dévance la RRQ, on est pénalisé. Si on la retarde, elle est bonifiée. Donc, c'est sûr que dans leur cas à eux, on leur a fortement recommandé de retarder la réception des rentes gouvernementales pour les maximiser le plus possible et faire en sorte que cette source de revenus-là qui va être garantie, va être la plus élevée possible. Et on veut aussi s'assurer de ne pas épuiser nos ressources là, avant le décès. Si je compare bien entre les deux situations, finalement, est-ce juste de résumer ça en se disant, quand on prend une source de retraite, gardons comme base ce qui est quasiment sûr d'arriver jusqu'au bout, celle qui arrive jusqu'à la fin de vie. Donc, C'est ça. finalement, dans nos calculs, finalement, c'est ça qu'on va prendre en premier lieu, c'est qu'est-ce qui arrive à survivre à notre mort, finalement. Oui, c'est plus complexe que ça parce que des fois, ça peut valoir la peine de devancer la réception des rentes pour une question de réduction d'impôts puis de ne pas avoir de récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, c'est plus complexe. On comprend qu'il n'y a pas une recette magique, c'est pas du copier-coller, puis si on a fait ça avec un couple, on va faire la même chose avec un autre couple. C'est vraiment du cas par cas. Dans leur cas à eux, puisqu'ils avaient des épargnes personnelles, puisqu'ils sont en bonne santé, ils peuvent se permettre de retarder les rentes. Évidemment, ce sera réévalué en fonction de leur état de santé. Et avant la réception des rentes, c'est une stratégie de décaissement mixte à travers leurs différents types de comptes pour pouvoir niveler l'impôt. Et une fois qu'ils reçoivent tous les deux les rentes gouvernementales, donc la RRQ, les deux ont leur RRQ, les deux ont leur pension de sécurité de vieillesse, en la retardant, ça leur donne plus de 100 000 net d'impôts garantis à vie, indexés selon l'inflation, peu importe comment se comportent les marchés. Donc oui, jusqu'à la réception des rentes, on pige dans nos épargnes personnelles, mais une fois qu'on reçoit les rentes, on n'a plus besoin d'aller piger autant dans nos épargnes personnelles parce qu'on a cette source de revenus-là qui est quand même relativement élevée. Donc, on comprend, on a 2 personnes qui reçoivent la RRQ, 2 personnes qui reçoivent la pension de sécurité de vieillesse. Rendues à ces âges-là, en retardant les rentes, elles se seront bonifiées et ça va nous procurer 100 000 à peu près là, de revenus nets d'impôts. Donc, dans leur cas à eux, avec les stratégies de décaissement et d'optimisation, on a réussi eux aussi à améliorer le volet fiscal. Donc, on a réduit les impôts à vie de 500 000 et on a pratiquement doublé la succession. Là, on l'a fait augmenter de 1,5 million de dollars, uniquement en structurant bien la paye de retraite. Donc, quasiment doubler la succession, finalement. Quasiment doubler la succession. Donc, on comprend que faire appel à des professionnels qui vont nous accompagner et nous guider dans la structuration de notre décaissement peut nous aider à optimiser notre situation et à la bonifier. On comprend là, que la paie de retraite, c'est quelque chose qui se construit activement. Ça peut nous permettre d'économiser ou d'obtenir là, des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars supplémentaires dans nos poches qui vont non seulement nous procurer une sécurité durant notre retraite, mais qui pourraient éventuellement aussi être transférées à la succession. Donc, la paie de retraite, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Effectivement, Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça fait plaisir.
C'est déjà la fin. Ben, ça va vite lorsqu'on a du plaisir et je voudrais vous remercier pour votre temps, vous remercier pour votre attention et votre écoute. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou quelques préoccupations que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre conseiller de l'équipe. Prenez le téléphone, envoyez-nous un courriel et ça fera plaisir de faire le suivi avec vous. Mais prenez aussi le temps de nous suivre. On est présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur LinkedIn, on est aussi présent sur notre chaîne YouTube où nous allons continuer d'alimenter avec des vidéos et des capsules informatives de ce genre. Et on a hâte d'avoir vos commentaires et vos retours là-dessus. Encore une fois, merci pour votre temps et je vous souhaite de passer un bel été.